Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis ravi de vous accueillir, ravi que vous nous accueilliez chez vous. Je suis ravi de vous retrouver pour cette édition de 19h sur Alizé. L'épidémie de Zika retient l'attention des autorités sanitaires depuis plusieurs semaines, mais d'autres pathologies sont également à surveiller en Guadeloupe. C'est le cas notamment de la grippe. Selon le dernier bulletin épidémiologique de l'Institut de veille sanitaire, 8 patients ont développé une forme grave et l'un d'entre eux est décédé après son hospitalisation. Cette épidémie de grippe a touché 1600 personnes depuis la mi-février. Quant à l'épidémie de Zika, il progresse toujours en Guadeloupe. L'occasion pour l'Agence régionale de santé de rappeler que la lutte contre le moustique vecteur de la maladie passe par la destruction des gîtes larvaires. Ce matin, des membres de 5 associations carnavalesques de Moule ont troqué leurs masques et leurs costumes contre des gants et se sont donné rendez-vous au cimetière de la commune pour une opération commando contre les moustiques. Karine Gielman les a suivis. Reportage tout de suite. Nous, à Moule, on a choisi de faire une action sur le cimetière. Mode d'emploi pour combattre les Zika, un sac poubelle, des gants en plastique et c'est parti. Nous avons choisi de mener une action et de lutte contre les gîtes à moustiques. Or, nous savons que les cimetières sont des gîtes et recèlent beaucoup de gîtes à moustiques, donc sont des pourvoyeurs de moustiques. Donc nous avons décidé avec les associations carnavalesques de la ville du Moule, qui étaient en activité il n'y a pas très longtemps, on a choisi de les regrouper pour mener ensemble une action forte au niveau du cimetière à la collecte et l'élimination des lumignons. Les lumignons, ce sont les petits pots qui restent après que les bougies ont été consumées et qui se retrouvent sous les tombes. Et quand il pleut, ils se remplissent d'eau et à ce moment-là, les moustiques viennent pondre dans ces petites réserves d'eau et à ce moment-là, se reproduisent et infestent tout le quartier, tout l'environnement. Entre les allées dans les caveaux, l'équipe carnavalesque entend bien nettoyer le cimetière des nids à moustiques. Au niveau de l'association, nous avons mobilisé, nous avons aussi fait passer le message à la demande du CCAS, du Moule, par M. Sénécius. Donc on a fait passer le message sur les réseaux sociaux. C'est vrai que par rapport à la prévention au niveau de la lutte contre le Zika, c'est très très important de pouvoir faire, parce que nous sommes tous concernés, associations carnavalesques, toute autre association. Peut-être que la semaine prochaine, ce serait les associations culturelles de danse qui seront là ou autre. Mais là, aujourd'hui, c'est à nous de le faire, donc on va le faire. L'équipe a pu le constater, la mairie et les familles ont pris soin du cimetière. Un entretien régulier est réalisé. Vous l'avez peut-être ressenti ce matin, la terre a tremblé en Guadeloupe à précisément 7h26. Un fort séisme de magnitude 6 sur l'échelle de Richter, dont l'épicentre a été localisé à 192 km au nord-nord-est de Lanse-Bertrand, à 9 km de profondeur. Il y a 70 ans, jour pour jour, la Guadeloupe accédait au statut de département français, un statut obtenu près d'un siècle après l'abolition de l'esclavage en 1848. Si elle avait soulevé de grands espoirs, la loi d'assimilation aura finalement fait de nombreux déçus. Les luttes sociales qui ont secoué la Guadeloupe dès les années 50 en sont la traduction, comme l'explique Rosan Mounien. L'ancien secrétaire général de l'UGTG répond à Jacques Damprobe. Les luttes sociales qui ont suivi la départementalisation ont été en quelque sorte le réceptacle d'une profonde déception et d'un profond mécontentement par rapport au fait que la départementalisation qui était annoncée comme la solution miracle face à la fois aux problèmes économiques et sociaux du pays n'a pas permis de régler ces problèmes. Pire encore, elle n'a fait qu'accentuer les inégalités, puisque je rappelle que c'est vrai, la loi de départementalisation a été votée, que la Guadeloupe est devenue département, elle a été assimilée à la France, mais les structures économiques et sociales sont restées pratiquement identiques à celles qu'on a connues pendant la période esclavagiste. C'est-à-dire avec une mainmise absolue des grands propriétaires terriens sur l'ensemble du foncier, une industrie inexistante et uniquement dans le sucre et contrôlée par les grandes sociétés françaises. Bref, le peuple guadeloupéen n'a jamais participé au festin.
Ce midi, Jacqueline Jacqueret, qui est présidente du CIPN, le Comité international des peuples noirs, était notre invitée à l'occasion des manifestations organisées en souvenir des événements de mars 1967 à Basse-Terre. La présidente du CIPN est revenue sur le contexte économique et social qui a conduit aux 4 jours d'émeutes qui ont secoué le chef-lieu après l'agression d'un cordonnier par un commerçant d'origine polonaise. Il y avait la montée en puissance des mouvements indépendantistes et notamment du groupe du Gong qui avait été créé il y avait quelques années. Il y avait quelques semaines avant l'élection de député où Madame Baclé avait été élue à partir de fraude, ça avait été avéré, au détriment de Maître Gerty Archimède. Il y avait le contexte de chômage énorme en Guadeloupe qui faisait que nos jeunes étaient expatriés à travers le Bumidum. Il y avait une certaine tension sociale et économique parce qu'il y avait une grande insatisfaction. Les gens avaient le sentiment d'être floués et donc ils ont décidé effectivement de réagir. Je crois que on va dire que c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase ce jour-là. Ils se sont dit non, trop c'est trop, qu'il fallait qu'on arrête un peu cette affaire-là. Surtout que il faut savoir que Basse-Terre, c'était le fief de Gerty Archimède et donc les gens n'avaient pas du tout été très très remontés contre l'État français qui effectivement, comme je vous disais, voulait aussi couper à la racine l'émergence du Gong. Dans le cadre des événements, des manifestations organisées en souvenir à ces événements de mars 67, un rendez-vous culturel est donné ce soir à 19h30 pour une soirée avec notamment le mouvement Kiltirel Vukum et Rosan Monza. Ça se passera à la rue Piétonne dans le chef-lieu. Place maintenant à un tour d'horizon de l'actualité dans la Grande Caraïbe. Nous irons en Floride où un projet d'hôtel sous-marin prend forme. Mais avant, direction le Brésil où les démêlés judiciaires de l'ancien président Luiz Inácio Lula da Silva continuent de secouer le pays. Voici la Minute Caraïbe. Brésil, Lula a confirmé dans son nouveau poste de ministre, appelé à exercer la fonction de chef de cabinet, l'ancien président fondateur du parti de Dilma Rousseff pourra prendre son poste. Un juge brésilien du tribunal suprême fédéral vient en effet d'annuler une ordonnance qui le lui interdisait. Le 17 mars, son entrée en fonction avait en effet été suspendue par la décision d'un juge fédéral de Brasilia, ouvertement anti-Parti des travailleurs, au motif d'entrave à la justice. Le feuilleton judiciaire autour de l'entrée au gouvernement de l'ex-président n'est donc pas terminé, alors que les manifestations pro- et anti-gouvernement se multiplient depuis plusieurs jours. Le tribunal suprême est saisi de 12 demandes réclamant d'interdire à Lula d'exercer sa fonction de chef de cabinet, rôle de quasi-premier ministre, au motif qu'elle constituerait une entrave à l'enquête qui le vise pour corruption. Une affaire à suivre. Dans un bref message publié ce 17 mars, le lanceur d'alerte Edward Snowden, qui avait révélé l'existence du système de surveillance de masse de la NSA américaine et de ses alliés, a envoyé un double avertissement à la fois au gouvernement brésilien et au FBI américain. En effet, le gouvernement brésilien est secoué par un vaste scandale de corruption qui a touché la présidente Dilma Rousseff après la divulgation d'une récente écoute téléphonique menée par la police fédérale entre Dilma Rousseff et son prédécesseur Lula da Silva. On y entend Dilma Rousseff prévenir son prédécesseur, pressenti pour entrer au gouvernement, qu'elle lui fera parvenir son décret officiel de nomination afin qu'il puisse s'en servir en cas de besoin. L'écoute a été menée par la police brésilienne et non par la NSA américaine, mais pour Snowden, il est très surprenant que la présidente brésilienne n'ait pas utilisé une ligne téléphonique chiffrée, qui n'aurait pas pu être mise sur écoute. Le Brésil, proche partenaire commercial des États-Unis, a en effet été l'une des cibles privilégiées de la surveillance américaine, et des documents publiés l'an dernier par Wikileaks montrent que Dilma Rousseff et son gouvernement faisaient partie des cibles prioritaires de la NSA. Pour Edward Snowden, il est donc étonnant que la présidente et son prédécesseur échangent sur des lignes téléphoniques non sécurisées. Le message de Snowden pourrait aussi se lire comme une pique au Brésil, qui s'est montré ces derniers temps parmi les plus hostiles aux communications sécurisées. Floride, un resort sous-marin. C'est de Floride à Key West que pourrait immerger le premier resort sous-marin. Les amoureux des océans attendent avec impatience cet hôtel qui leur permettra d'être au contact presque direct de leur élément de prédilection.
Tony Webb, le patron de la jeune entreprise Planet Ocean Underwater Hotel, affirme que son projet possède 2 atouts inégalables. Non seulement il peut s'adapter à toutes sortes de configurations géographiques, mais son coût de revient est près de 10 fois moins élevé que la moyenne des autres projets. Comme la Station spatiale internationale, le Resort des mers est conçu comme un ensemble de modules préfabriqués à assembler sur place. La forme cylindrique renforce la résistance à la pression. En cas de tempête, des moteurs peuvent éloigner le complexe. Offrant une vue imprenable sur le monde sous-marin grâce au sol et au plafond panoramique, l'hôtel présentera toutes les commodités d'un 4 étoiles terrestre, connexion internet comprise. Prévoyez quand même 3 000 $ pour la nuit. Quelques mots de sport avec en football la 20e journée du championnat de division d'honneur. Cet après-midi, le 3e au classement, la Juventus était opposée au leader, l'USR. Les hommes d'Aliwana se sont inclinés 1-0 sur le stade de Saint-François. Un résultat qui permet aux Saint-Rosiens de Camille Choquier de conforter leur place à la tête de ce championnat de DH. Dans l'autre match de l'après-midi, l'AOG et l'Étoile de Morne-à-l'Eau ont fait match nul 1-1. Ce soir, à partir de 20h, c'est la suite de cette 20e journée de DH. 4 matchs à l'affiche. L'USBM et la Gauloise se rencontrent à Bémao. Le Phare et le CSM seront opposés au stade de Petit Canal. Le CM Marquisa et la Red Star se feront face à Capesterre-Bello. Et enfin, le Sirocco et l'Arsenal seront aux Abîmes, toujours à 20h. Après 65 km hier, les machines engagées dans la Carujet devaient parcourir 116 km aujourd'hui entre la plage de Viard et la plage de Viard à Petit-Bourg et les Saintes. Les moteurs sont donc mis à rude épreuve et c'est aux as de la mécanique de les préparer mais aussi de s'assurer qu'ils soient prêts pour la suite de la compétition. Éric Pommier est allé à la rencontre des préparateurs du team Barrett. À l'approche d'une épreuve d'endurance telle que l'affiche d'une 5e manche Viard-les-Saintes, soit 116 km, voilà le tableau des paddocks, des mécaniciens tous, la tête dans les moteurs, concentrés sur des machines à qui il faut assurer une sacrée robustesse. C'est là qu'interviennent ces magiciens du tournevis à l'abri chacun du regard des concurrents. Une course se gagne grâce à leur totale implication. Si ça bouge beaucoup, la machine va taper pas mal et on a toujours peur qu'il y ait quelque chose qui casse, qui se dévisse ou des trucs comme ça, quoi. Il faut une machine qui soit fiable, pas besoin qu'elle soit rapide, il faut surtout qu'elle tienne le coup il faut qu'elle revienne, quoi. Donc, en plus, nous on a un pilote qui va bien et qui nous emmène la machine à son extrême et donc il faut qu'on fasse une machine assez fiable. Fiabilité, le mot est lâché et les mécanos savent que le succès dépend d'une préparation réussie si ce paramètre est respecté. D'autant plus que dans les épreuves d'endurance, les moteurs sont vivement sollicités même si aujourd'hui, la technologie permet une mécanisation des engins plus affûtés, donc plus costauds. Les pilotes composent avec des moteurs de plus de 300 chevaux. Ça a bien évolué ces dernières années. On est passé sur des machines très performantes. C'est parce qu'on a des compresseurs dessus. On arrive à développer pas mal de puissance avec les nouvelles technologies, l'électronique et tout ça. Et maintenant, on arrive largement au-dessus des 300 chevaux même. Au total, une machine est sollicitée pendant 7 étapes à plein régime, soit plus de 10 heures de course, l'aiguille affolant le compte-tours. C'est la dure loi de la Carujet, course réputée la plus difficile au monde. Les pilotes le savent, mais ils n'ont pas le choix pour gagner. Les machines alors subissent l'exigence de leurs pilotes respectifs, mais au final, c'est toujours la mécanique qui a le dernier mot. Raison de plus pour que les mécanos donnent le meilleur de leur savoir-faire. Objectif, trouver le bon compromis homme-machine, compromis qui parfois relève de l'utopie. Mais après s'être illustré lors des étapes précédentes, Alexandre Barré était très attendu donc pour cette étape, mais la machine du pilote n'a pas tenu et il a dû abandonner. C'est Teddy Ponce qui l'emporte devant Marc Forbin et Pascal Gounouman. Au classement général, Teddy Ponce prend la tête devant Yann Ponama et le pointois Marc Forbin. Demain, rendez-vous à partir de 11h pour la dernière journée de ce championnat sur la plage de Viard à Petit-Bourg. La semaine de la découverte des métiers dans les écoles vient de s'achever. À l'école Saint-Joseph de Cluny à Pointe-à-Pitre, les élèves ont pu découvrir le métier de pilote de drone. Des vocations sont visiblement nées de cette rencontre, comme l'ont constaté Karine Gielman et Zach Lancia. Reportage. Que faites-vous là maintenant ? La calibration du compas, avant chaque nouvelle séance de vol.
Voilà, il clignote vert, c'est parfait, il est prêt au vol. Devenir pilote de drone, ce n'est plus de la science-fiction. Passionné par l'aéromodélisme depuis l'âge de 12 ans, Pierre a 40 ans d'expérience en tant que pilote et instructeur. Je suis venu présenter un nouveau métier, le métier de pilote de drone, ou pilote d'aéronef sans personne à bord, c'est le terme exact. Je leur ai parlé des deux parties, partie aéromodélisme et partie professionnelle. Particulièrement, j'ai insisté sur la notice de la DGAC en 10 points sur les hauteurs de vol, sur l'utilisation d'un drone, sur le droit des images. Ça, ils pourront prêcher la bonne parole à la maison, chez papa et maman ou chez les petits copains. À l'occasion de la semaine de la découverte des métiers, les écoliers de Saint-Joseph de Cluny à Pointe-à-Pitre ont pu découvrir ce nouveau métier. Et pour certains, ce fut l'éveil d'une nouvelle vocation. Je voudrais être pilote de drone parce que ça me plaît et c'est très intéressant. Et moi, je je voulais faire architecte normalement, mais maintenant j'ai vu ça. Je suis pas forte en mathématiques, mais il faut faire des mathématiques, donc je vais beaucoup m'entraîner. Les métiers changent, la technologie change notre environnement et les drones sont de plus en plus présents dans notre quotidien. J'interviens notamment pour faire des ventes immobilières, pour faire des vidéos promotionnelles, pour des chantiers, suivi de chantiers, photos de panneaux photovoltaïques. Il y a plein de domaines où le drone est vraiment facile d'utilisation. Pour devenir pilote de drone, il existe des formations en Guadeloupe. Alors prêt pour le décollage ? Éducation toujours, mais cette fois chez les plus grands. Tous en scène est un concours national ouvert aux étudiants visant à lutter contre les discriminations. Chez nous, 2 établissements ont décidé d'y participer. Parmi les lycéens engagés dans ce challenge vidéo, Océane et Romuald, ils sont tous deux du lycée Boc-Calmé de Pointe-à-Pitre. Aurélie Ronze est allée à leur rencontre. Une jeune étudiante qui perd subitement la vue, un chanteur qui apprend qu'il ne verra plus jamais comme avant. Voici les scénarios choisis par des étudiants en BTS Communication du lycée privé Calmette à Pointe-à-Pitre. Des vidéos de 3 minutes, imaginées, tournées et montées par une équipe de 4 étudiants, managés notamment par Océane et Ronald, qui voulaient faire passer un message. Je connais personne vraiment qui a un handicap, mais se mettre à la place des autres, je pense que c'est une chose à faire. Je voulais faire passer un message dans ma vidéo pour que les gens sachent que le fait de devenir handicapé, c'est pas une fin en soi. Je veux dire par là qu'il ne faut pas discriminer les gens parce qu'ils sont différents de vous, ou qu'ils sont en chaise roulante, ou qu'ils marchent par exemple avec une canne parce qu'ils ne voient pas avec leurs yeux. Ils ont appris à être normal autrement, et c'est à nous de les accepter. Ce n'est pas une fatalité en soi, ce n'est pas une fatalité, et qu'on peut aussi travailler, on peut aussi avoir un métier, on peut aussi réussir, malgré les handicaps, malgré quelque chose qui a pu vous souvenir, tel occasionnellement, ou pour en soigner avec. Ces vidéos intitulées « Et si demain c'était moi » et « Artistes malgré tout » sont soumises jusqu'au 23 mars au vote des internautes. Il suffit d'aller sur le site du concours tousenScène.fr, sélectionner vos vidéos, puis cliquer sur « Voter ». Il faut savoir que l'établissement pointois a l'habitude de participer à des actions liées au handicap. C'est la 4e année que ce lycée privé participe à ce concours national et les élèves ont pu bénéficier du soutien de leurs professeurs. Pour le concours a été initié donc par Tous en Scène. Il y avait une annonce, une demande, la demande de l'annonceur. Donc on a suivi la demande de l'annonceur, on les a aidés, on a fait le cours. Donc autour de la vidéo, comment monter une vidéo, comment prendre en main un court-métrage. Et évidemment, il fallait respecter le cahier des charges. C'est donc toute une équipe qui espère remporter un prix cette année, une distinction qui peut dépendre de vous. En effet, vous avez jusqu'au mercredi 23 mars pour soutenir les lycéens sur ce site tousenScène.fr. Cela s'affiche sur l'écran. La cérémonie de remise des prix aura lieu le 29 mars à Paris et nous souhaitons donc bonne chance aux candidats guadeloupéens. Un point sur le temps pour ce dimanche que Météo France annonce clément. Le soleil devrait prédominer et il devrait faire entre 25 et 29 degrés.
Dans un instant, le magazine Innovation, préparé par Karine Gelman, dans lequel il sera entre autres question de drones planteurs d'arbres. Juste après, Anne-Claire Coudray sera aux commandes du JT de TF1, qui reviendra sur la fin de la cavale de Salah Abdeslam, impliqué dans les attentats meurtriers du 13 novembre dernier à Paris. Passez une excellente soirée sur Alizé Guadeloupe. L'actualité régionale revient demain dimanche 12h30. À demain.